Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et donc en effet je vais vous parler d'un outil, l'échelle de comportement adaptatif de Vineland dans sa deuxième édition qui permet d'évaluer donc les capacités d'adaptation des personnes. Alors vous verrez que l'intérêt de cet outil c'est que il peut être utilisé quel que soit l'âge de la personne et dans des populations très différentes. Alors bon, la définition, c'est vrai que vous la connaissez bien maintenant. Dans le DSM-5, donc c'est la classification de l'Association américaine de psychiatrie. La CIM-10, c'est la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est vrai que donc ces deux classifications reprennent le terme de déficience intellectuelle plutôt que celui de retard mental. Donc la déficience intellectuelle qui est caractérisée, on l'a déjà dit, par des limitations significatives à la fois au niveau du fonctionnement intellectuel, mais aussi au niveau du fonctionnement adaptatif. Donc je vais revenir un petit peu plus sur la définition du fonctionnement adaptatif. Et puis il y a un critère qui est très important aussi, c'est qu'il faut que ces deux déficits apparaissent au cours du développement. Et l'Association américaine sur le retard mental précise donc que c'est avant l'âge de 18 ans. Donc les fonctions intellectuelles, à quoi ça correspond? Donc on en a déjà parlé, ça concerne vraiment les capacités de raisonnement de la personne, les capacités de planification, donc tout ce qui nous permet de nous organiser, de planifier une tâche, de la résoudre. Le fait de pouvoir accéder à une pensée abstraite, de comprendre des idées complexes, et puis d'être en capacité de réaliser des apprentissages, et en particulier au fur et à mesure de nos expériences. Donc c'est vrai qu'un des tests qui permet d'évaluer le fonctionnement intellectuel, c'est le test de quotient intellectuel, les tests d'intelligence dont on a parlé, et qui ont la caractéristique en fait, de se passer en relation duel avec un ou une psychologue, donc à un instant T, donc avec un côté, on va dire, un peu artificiel, puisque forcément, pendant la passation du quotient intellectuel, il faut que la personne soit motivée, il faut qu'elle soit pas trop anxieuse, qu'elle soit dans de bonnes conditions. Donc ça a un côté, voilà, un instant T, on va dire. Les fonctions adaptatives, donc, ça correspond donc à quelque chose qui est essentiel dans la vie quotidienne. Ça correspond aux habiletés qui sont apprises par la personne, qui vont vraiment lui permettre de fonctionner de façon très concrète dans sa vie quotidienne. Et donc ça a été évoqué tout à l'heure, on a différents types d'habiletés, de capacités adaptatives. On a d'abord les habiletés conceptuelles. Les habiletés conceptuelles, ça va concerner donc l'accès au langage verbal. Ça va concerner aussi l'accès au langage écrit avec l'acquisition de la lecture. Ça va concerner aussi la possibilité d'écrire, d'organiser vraiment sa vie quotidienne. Et puis, donc, ça concerne aussi d'autres notions capitales, comme par exemple le fait de comprendre ce qu'est la notion de temps, et puis donc un certain nombre de concepts mathématiques. Le deuxième type d'habileté, de compétences adaptatives, donc ce sont des habiletés beaucoup plus sociales, la capacité à être en relation avec les autres, la capacité aussi à accéder à la notion de responsabilité sociale. On n'est pas tout seul, on est dans une société, et donc on a un certain nombre de responsabilités et de droits également. Les habiletés sociales, ça correspond aussi à la capacité à suivre des directives. Et puis, une notion qui est aussi extrêmement importante, c'est le fait de ne pas être trop naïf, en fait, d'éviter d'être manipulé par les autres, de ne pas être trop crédule. Donc vous voyez déjà que certaines personnes peuvent avoir des compétences en termes de raisonnement, de fonctionnement intellectuel très bonnes, mais par contre, elles peuvent avoir des capacités de fonctionnement adaptatif beaucoup plus altérées. Le troisième type donc, de fonctions adaptatives, ce sont des habiletés pratiques. C'est vraiment la gestion des activités de la vie quotidienne, le fait d'être capable de gérer sa santé, par exemple, le fait aussi d'avoir une notion de l'argent, d'être capable de gérer un budget, mais aussi la capacité à se servir d'un téléphone, la capacité à avoir un comportement adapté au travail. Donc vous voyez que là aussi, il peut y avoir des personnes très intelligentes si on se base uniquement sur le test de quotient intellectuel, mais qui peuvent avoir des difficultés dans tous ces domaines. Alors le comportement adaptatif, évidemment, il est lié à l'âge du sujet. À chaque âge correspondent un certain nombre de compétences adaptatives attendues.
C'est évident qu'on ne va pas attendre les mêmes capacités d'adaptation d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte. Et donc le comportement adaptatif, pour un âge donné, il va être défini en fonction d'attentes ou de normes par rapport aux autres sujets qui ont le même âge, au sein d'une société donnée, dans une culture donnée. Ce qui est très intéressant avec la notion de comportement adaptatif, c'est que le comportement adaptatif, contrairement aux fonctions cognitives qui sont relativement stables dans le temps, le comportement adaptatif, il va être modifiable. Et finalement, les capacités adaptatives, elles peuvent s'améliorer en fonction de certains facteurs, par exemple en fonction des interventions qu'on va pouvoir mettre en place, mais elles vont pouvoir aussi, on va dire, s'aggraver, être moins bonnes, en fonction par exemple de changements dans l'environnement. Si on a une personne qui a une déficience intellectuelle et qui se retrouve dans un environnement qu'elle connaît bien, qu'elle a acquis un certain nombre d'habitudes, elle peut développer des compétences adaptatives dans certains domaines qui sont corrects. Par contre, si du jour au lendemain, on la change complètement d'environnement, là, elle va être beaucoup plus en difficulté, par exemple pour aller acheter le pain, alors que c'est quelque chose qu'elle avait bien acquis dans un environnement connu. Les compétences adaptatives, elles vont varier aussi en fonction des comorbidités. Par exemple, si on prend une personne avec une déficience intellectuelle, elle va avoir donc des difficultés au niveau adaptatif, mais si cette personne a une déficience intellectuelle et en plus un trouble du spectre autistique associé, là, elle aura des compétences adaptatives encore plus faibles qu'une personne qui aurait uniquement une déficience intellectuelle. Si on prend une personne qui a une déficience intellectuelle et qui a une phobie sociale très importante, là aussi, elle va avoir des compétences adaptatives qui vont être plus faibles que d'autres personnes parce qu'elle va être très limitée, elle va avoir du mal à sortir, elle va avoir du mal à acheter le pain, par exemple, des petites tâches qui peuvent poser moins de problèmes à une personne qui n'a pas de phobie sociale. Alors, on a vu que pour évaluer les compétences au niveau du fonctionnement intellectuel, on pouvait utiliser les tests de quotient intellectuel. De la même manière, pour évaluer le comportement adaptatif, on dispose d'outils, et en particulier des échelles d'évaluation du comportement adaptatif. Ce qui est vraiment très intéressant avec ces échelles, c'est que ça va replacer la personne vraiment dans son environnement. On va être dans quelque chose de beaucoup plus écologique, puisque là, on n'est pas à un instant T face à un psychologue, mais on va partir vraiment des compétences dans la vie quotidienne. Ce qui est très important aussi, c'est que quand on évalue le comportement adaptatif, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce que la personne fait dans la réalité et pas ce qu'elle serait capable de faire en théorie. Par exemple, une compétence, ça peut être, avant de traverser une route, de regarder à droite et à gauche. On peut avoir certaines personnes qui savent qu'en théorie, on doit le faire, mais elles peuvent être finalement extrêmement impulsives, et même si elles savent qu'il faut regarder, elles ne vont pas du tout en tenir compte, et quand elles doivent traverser, elles vont se précipiter. Donc là, si on évalue cette compétence adaptative-là, on va considérer que la compétence n'est pas acquise, si dans la réalité, la personne n'est pas capable d'avoir ce type de comportement. Alors, ce qui est aussi très important avec les échelles d'évaluation du comportement adaptatif, c'est que ça donne la parole aux personnes qui côtoient le sujet dans les activités de la vie quotidienne. Donc, comme Madame Bourgarel le disait tout à l'heure, moi je travaille au Centre Ressources Autisme. On propose des évaluations diagnostiques, donc pour des enfants ou des adolescents avec des troubles du spectre autistique. Et c'est vrai que les parents sont souvent très inquiets. Les enfants viennent sur une semaine d'évaluation. Et les parents savent que c'est compliqué quand on se retrouve en tête-à-tête avec l'enfant, dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec des professionnels qu'il ne connaît pas. Les parents ont toujours peur que l'enfant ne puisse pas montrer les compétences qu'il a dans la vie quotidienne. Le Vineland, c'est un test qu'on utilise, et du coup, les parents sont rassurés quand ils voient qu'il y a vraiment des temps où on évalue ce qui se passe dans la vie quotidienne, et pas juste sur une semaine de bilan qui peut être un peu artificielle. Ce qui est important donc avec les échelles de comportement adaptatif, c'est de dégager finalement des points forts et des points faibles, vraiment un profil de compétences au niveau adaptatif. Et les points forts, c'est toujours important de savoir qu'est-ce qui est déjà acquis chez une personne, mais les points faibles, c'est aussi important parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir construire des interventions en ayant des objectifs vraiment très concrets sur certaines compétences. Alors,
pour que ça ait du sens, évidemment, il faut que ce soit étalonné dans des populations bien spécifiques. Donc c'est pour ça que quand on utilise des échelles de ce type-là, c'est important qu'elles soient standardisées, et en particulier dans la population française, hein, parce que c'est vrai que souvent les outils viennent des États-Unis. Il peut y avoir quand même des petites différences au niveau culturel, donc c'est important qu'il y ait vraiment un étalonnage sur une population française. C'est aussi des échelles qui doivent être révisées régulièrement, et elles sont révisées déjà en fonction des avancées de la science, hein, des avancées en termes de compréhension du développement intellectuel et adaptatif. Et elles sont révisées évidemment également parce que la société avance. Hein. Par exemple, la version antérieure de la Vineland, elle s'intéressait à la question de savoir téléphoner dans une cabine téléphonique. Évidemment, à l'heure actuelle, ça a moins de sens. Hein. Donc, les questionnaires sont revus en fonction de l'évolution de la société. Alors, les échelles d'évaluation du comportement adaptatif, aux États-Unis en particulier, en langue anglophone, il en existe plusieurs qui sont vraiment bien validées, bien étalonnées. En particulier, donc, pour l'échelle de Vineland, ils en sont à la 3e édition. En France, à ma connaissance, la seule qui est vraiment standardisée et étalonnée sur une population française, c'est la Vineland 2, donc 2e édition de l'échelle de comportement adaptatif. Et c'est de cette échelle dont je vais vous parler un petit peu plus maintenant. Alors l'échelle de Vineland dans sa 2e édition, c'est une échelle qui date de 2005 aux États-Unis, qui a été élaborée par Sarah Sparrow et son équipe. Et en fait, la traduction française, la validation française, elle est beaucoup plus récente puisqu'elle date de 2015. Il faut savoir que le travail de traduction, de validation d'une échelle, c'est quand même compliqué. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Et donc, cette validation française, elle a été conduite en particulier par Sandrine Saunier et par l'équipe du Centre Ressources Autisme de Lyon, enfin de Rhône-Alpes. Et donc, il y a plein de centres en France qui ont participé à cette validation. Et la Vineland 2, c'est un outil qui est disponible aux éditions ECPA. Alors, en quoi ça consiste, la Vineland 2 ? Donc, ça va permettre d'évaluer les compétences d'adaptation de la personne. Vous allez voir, dans des situations vraiment très concrètes de la vie quotidienne, à partir d'informations qui vont être données par une personne de l'entourage. Alors, ça peut être les parents. C'est vrai que quand on a affaire à des enfants, c'est souvent les parents qu'on interroge. Mais comme c'est un outil qui peut être utilisé, on va le voir pour des adultes également, là, on n'a pas forcément toujours les parents à disposition. Donc ça peut être tout à fait un professionnel d'un établissement dans lequel la personne est accueillie. Le but, en fait, c'est de pouvoir interroger quelqu'un qui, au quotidien, vit avec le sujet qu'on veut évaluer. Il existe deux façons différentes, en fait, d'utiliser la Vineland 2. La première façon de faire, c'est la plus habituelle. En fait, c'est sous la forme d'un entretien, soit avec le parent, donc soit avec un intervenant qui connaît bien le sujet qu'on veut évaluer. C'est un entretien qui est semi-structuré, donc on a un certain nombre d'items très précis, mais en fait, on doit donner l'impression de participer à une conversation avec le parent ou avec le professionnel, et on ne va pas forcément poser les questions les unes après les autres. Le but, c'est de partir d'une question assez générale, et puis petit à petit d'arriver à cibler des compétences qui nous intéressent. Donc ça dure entre 20 et 60 minutes. Évidemment, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Quand on est en train d'évaluer un enfant qui est très jeune, forcément les compétences adaptatives, elles vont être rapidement atteintes, donc ça va durer pas forcément très longtemps. Par contre, quand on évalue les compétences d'adaptation d'un adulte, ça peut durer plus longtemps. Ça va dépendre aussi de la façon qu'a le parent ou l'intervenant de répondre. Quelquefois, il faut creuser un petit peu plus pour vraiment avoir accès à la compétence qui nous intéresse. Donc c'est variable, mais en général, c'est entre 20 et 60 minutes. La deuxième façon en fait, d'utiliser la Vineland 2, c'est sous forme d'une échelle qui va être remplie directement par le parent ou par l'intervenant. Donc dans ces cas-là, on remet un livret avec un certain nombre de questions au parent ou à l'intervenant, et c'est lui-même qui va évaluer les compétences adaptatives de son enfant ou du patient qui est dans une structure. Cette forme... elle est intéressante à utiliser, alors soit quand vraiment c'est compliqué de faire venir un parent ou un intervenant,
soit quand c'est une réévaluation et que par exemple le parent ou l'intervenant est déjà familiarisé avec la structure du Vineland, et dans ces cas-là, bon, dans une deuxième fois, il peut remplir en fait les items tout seul. Alors, l'échelle de comportement adaptatif de Vineland 2, à qui est-ce qu'elle s'adresse? En fait, elle s'adresse à des populations vraiment très différentes, puisqu'on peut l'utiliser un peu à tous les âges, de 1 à 90 ans. En tout cas, l'étalonnage du test, la standardisation est faite pour ces populations-là. Alors, le matériel, donc il y a un manuel. Le manuel, donc, il reprend comment a été développé cet outil, comment ça a été validé, et puis il donne des éléments aussi sur comment on doit administrer ce test, comment on doit faire la cotation et comment on va interpréter les résultats. Et puis on a des cahiers de passation. Donc le cahier de passation, soit c'est le professionnel qui fait passer l'entretien qu'il a, soit donc on le donne directement aux parents ou à l'intervenant. Donc les échelles de Vineland 2, elles vont comporter plusieurs domaines qui vont évaluer donc différents domaines du comportement adaptatif. Le premier domaine, c'est le domaine de la communication. Donc il y a 99 items au maximum qui vont concerner la communication. Ça ne veut pas dire qu'on va proposer les 99 items à tout le monde, puisque je vous disais que, évidemment, on ne va pas poser des questions qui concernent les adultes si on évalue des enfants très jeunes. En fait, il y a un certain nombre d'items avec une gradation de complexité donc croissante. Et quand il y a 4 notions d'affilée où vraiment on voit que c'est un comportement qui n'est pas du tout acquis chez la personne, dans ces cas-là, on arrête et on passe au domaine suivant. Le deuxième domaine donc, qui est évalué, c'est le domaine de la vie quotidienne. La vie quotidienne, donc, ça va être des questions vraiment sur l'autonomie de la personne au quotidien. Et là, on a au maximum 109 items. Le troisième domaine qui est évalué, c'est le domaine de la socialisation, avec 99 items au maximum. Et alors le quatrième domaine, c'est le domaine de la motricité. Il n'est pas proposé à tout le monde. Il s'adresse surtout aux enfants les plus jeunes, et en particulier les enfants de 1 à 6 ans. Il a moins de pertinence pour les personnes qui sont plus âgées que ça. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur les 3 premiers domaines. D'abord, le domaine de la communication. Au sein du domaine de la communication, vous allez voir qu'on a 3 sous-domaines. On a d'abord le sous-domaine réceptif. Le sous-domaine réceptif, il va évaluer les capacités de compréhension de la personne, comment le sujet est capable d'écouter ce qu'on lui dit. Ça implique aussi d'être attentif. Ce n'est pas juste la compréhension verbale, c'est vraiment le fait d'écouter, de comprendre et d'être attentif à ce qu'on lui dit. Comment il va être capable finalement de comprendre des instructions et de les suivre. Je vous ai mis quelques exemples d'items. Par exemple, est-ce que la personne est capable de montrer au moins 3 parties principales de son corps quand on lui demande? Par exemple, est-ce qu'elle est capable de montrer ses yeux, sa bouche et son nez? Un autre item, donc est-ce que la personne est capable d'écouter une histoire pendant au moins 15 minutes ou pendant au moins 30 minutes? Donc là, vous voyez que ça implique des capacités de compréhension, mais aussi des capacités d'attention, et d'être motivé par cette tâche-là. Autre exemple, est-ce que la personne est capable de suivre des consignes qui font intervenir 2 actions? Par exemple, si on lui dit « va à la cuisine et rapporte-moi du pain et du sel », est-ce que la personne peut retenir ces 2 informations-là, ou est-ce qu'elle va aller à la cuisine et elle va vous ramener une des 2 choses? Donc vous voyez qu'il y a une complexité croissante. Un des items, c'est aussi si on donne à la personne une consigne 5 minutes avant de partir, est-ce qu'elle va s'en souvenir? Par exemple, si on lui dit « dans 5 minutes, on va partir, il faudra prendre ton manteau », voilà, est-ce qu'il faudra lui rappeler au dernier moment ou est-ce qu'elle va s'en souvenir? Donc vous voyez que ce n'est pas du tout une évaluation comme le ferait une orthophoniste, c'est vraiment l'utilisation de la communication et de la communication réceptive dans la vie quotidienne. Le deuxième sous-domaine, donc au sein de la communication, c'est le domaine expressif. Donc ça va inclure les expressions prélangagières. Donc c'est pour ça que le Vineland il peut être utilisé avec des personnes qui n'ont pas encore développé de langage verbal. Ça va donc concerner aussi ce que la personne peut dire. Et puis après, le fait de participer à une conversation ou d'exprimer des idées de plus en plus complexes.
Alors certains exemples d'items, un des premiers items, donc un item très simple, est-ce que la personne fait des bruits ou fait des gestes pour attirer l'attention? Est-ce qu'elle est capable de nommer au moins 10 objets? Cette fois-ci, pas forcément de désigner, de montrer avec le doigt, mais vraiment de nommer des objets. Est-ce qu'elle est capable de poser un certain nombre de questions? Par exemple, des questions qui commencent par qui, pourquoi, quand, comment. Est-ce qu'elle est capable de donner son âge quand on lui demande? Et puis, un des derniers items, donc beaucoup plus compliqué, c'est est-ce que la personne est capable de parler de ses expériences en détail? Le troisième sous-domaine, c'est un sous-domaine écrit, ça va concerner la lecture, comment est-ce que le sujet lit, comment est-ce qu'il est capable d'écrire également. Donc par exemple, est-ce qu'il est capable de lire 10 mots à haute voix? Est-ce qu'il est capable de lire et de comprendre des textes, par exemple, d'un niveau CE1? Et est-ce qu'il est capable d'écrire de mémoire plus de 20 mots? Donc ça, évidemment, pour les enfants les plus jeunes, c'est un domaine de toute façon qu'on n'abordera pas. Donc ça, c'était pour la communication. Le deuxième domaine qui est évalué par la Vineland, c'est ce qui concerne la vie quotidienne et donc l'autonomie. Le premier sous-domaine, c'est l'autonomie personnelle et ça va concerner le fait de prendre soin de soi. Ça va donc concerner vraiment là encore les activités de la vie quotidienne, les repas, le fait d'être capable de s'habiller, de faire sa toilette, de gérer son hygiène et puis aussi de gérer sa santé. Par exemple, est-ce que la personne est capable de manger seule avec une cuillère ou avec une fourchette? Est-ce qu'elle boit au verre? Est-ce qu'elle est capable à l'extérieur de trouver et d'utiliser des toilettes publiques? Est-ce que sans qu'on lui dise, elle est capable de s'habiller de façon adaptée en fonction du temps? Par exemple, porter des vêtements appropriés quand il fait froid. Le troisième sous-domaine, cette fois-ci, ça concerne plus le domicile, le fait de s'occuper de son domicile. Ou en tout cas en institution, de gérer un certain nombre de choses aussi. Est-ce que cette personne a des notions de sécurité? Est-ce qu'elle évite de se mettre en danger quand elle est à la maison? Est-ce qu'elle est capable de participer à des tâches ménagères? Par exemple, donc, au niveau de la sécurité à la maison, est-ce qu'elle est prudente avec les objets chauds? Est-ce qu'elle est capable de mettre la table, de débarrasser son couvert, y compris quand il y a des objets fragiles comme des verres? Et puis, donc plus complexe, est-ce qu'elle est capable de prévoir et de préparer un repas dans la journée? Donc prévoir, ça veut dire faire une liste, être capable d'acheter des ingrédients par exemple, et puis être capable par la suite de cuisiner. Donc vous voyez déjà que dans ces notions, ça ne concerne pas uniquement les capacités de raisonnement et le fonctionnement intellectuel, mais ça va concerner aussi la motivation à faire un certain nombre de tâches. Il y a des personnes qui peuvent être capables de faire des activités comme ça, mais qui dans la réalité ne le font pas pour une raison ou pour une autre. Le troisième sous-domaine, donc dans la vie quotidienne, ça concerne l'autonomie au sein de la communauté. Ça replace la personne vraiment dans la communauté. Et ça va concerner donc des habiletés comme par exemple le fait d'être capable d'utiliser un téléphone, une télévision, une radio, d'utiliser un ordinateur. Donc là, ça explique aussi pourquoi la Vineland a été mise à jour. Est-ce que la personne, elle comprend les règles de la vie en société? Est-ce qu'elle est consciente de ses droits et de ses devoirs? Est-ce qu'elle a des notions aussi au niveau du temps? Est-ce qu'elle se repère dans les dates, par exemple? Comment elle se comporte quand elle est dans différents lieux de vie, par exemple quand elle est au travail, quand elle est au restaurant? Ça inclut aussi la notion d'argent, donc connaître par exemple les différentes pièces de monnaie, connaître les billets, mais aussi être capable de gérer un budget. Savoir avec une somme donnée qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter. Et puis ça concerne aussi le fait d'être capable d'être autonome dans les déplacements et dans les transports. Donc quelques exemples d'items, vous voyez que c'est très varié les notions que ça regroupe. Est-ce que la personne peut utiliser un téléphone pour appeler les autres? La question dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'elle est capable de regarder des deux côtés avant de traverser une route? Et donc pas juste le savoir au niveau théorique, mais vraiment être capable de le faire dans la réalité. Est-ce qu'elle est capable, donc là c'est quand même beaucoup plus complexe, de comprendre quand est-ce qu'elle peut faire une réclamation si elle n'est pas satisfaite d'un service? Le troisième domaine donc, qui est évalué par la Vineland, c'est le domaine de la socialisation et des relations interpersonnelles en particulier. Donc ça c'est
Relations interpersonnelles, c'est le premier sous-domaine. Donc ça va concerner les relations aux autres, le fait de comprendre les expressions des émotions des autres, le fait d'exprimer soi-même des émotions, le fait d'être capable d'imiter. Les capacités d'apprentissage, elles sont très en lien avec nos capacités d'imitation. Et puis, donc, tout ce qui concerne la communication sociale, tout à l'heure, dans le domaine de la communication, je parlais du langage, mais la communication, c'est aussi tout ce qui est non-verbal, ça veut dire le fait de regarder les gens dans les yeux, le fait de comprendre un certain nombre de gestes pour communiquer. Et puis, le fait de comprendre les sous-entendus, tout ce qui est implicite. Ça concerne aussi la capacité à se faire des amis, à organiser des sorties, par exemple, à l'extérieur, etc. Donc, des exemples d'items, par exemple, est-ce que la personne manifeste des préférences pour certaines personnes par rapport à d'autres? Est-ce qu'elle est capable d'utiliser des mots pour exprimer des émotions? Est-ce qu'elle est capable aussi de reconnaître qu'une autre personne peut préférer telle ou telle chose à une autre? Par exemple, savoir que son père aime manger tel fruit et sa mère autre chose. Le deuxième sous-domaine, donc au niveau de la socialisation, ça concerne le jeu et le temps libre, donc la capacité à mettre en place des jeux. Ça implique le partage et la coopération, le fait d'attendre son tour, le fait d'accepter de perdre aussi, par exemple. Et puis ça concerne, là encore, la compréhension des codes sociaux avec une complexité variable en fonction de l'âge. Des exemples d'items, donc est-ce que la personne recherche la compagnie des autres pour jouer ou être ensemble, ou est-ce qu'elle va plutôt s'isoler? Est-ce qu'elle est capable d'attendre son tour sans qu'on lui demande? Et est-ce qu'elle est capable de sortir le soir avec des amis sans surveillance? Le dernier sous-domaine au niveau de la socialisation, ça concerne l'adaptation en général, avec tout ce qui est savoir-vivre, le fait de s'excuser, par exemple quand on a bousculé quelqu'un sans faire exprès, le fait de s'excuser aussi quand on a fait de la peine à quelqu'un, donc des notions quand même assez complexes au niveau social. Le fait de se montrer aussi responsable et prudent, donc là encore, le fait de ne pas être trop naïf, de ne pas être trop crédule, comprendre que pas tout le monde n'est forcément bienveillant. Le fait aussi de gérer les transitions, d'accepter quand il y a des changements, des modifications de planning, d'emploi du temps. Le fait de contrôler son impulsivité et puis donc, le fait de garder des secrets, par exemple. Donc là encore, des notions qui sont assez variables. Des exemples d'items, est-ce que la personne peut dire merci si on lui donne quelque chose? Est-ce qu'elle peut rapidement passer d'une activité à l'autre quand elle est à la maison? Et est-ce qu'elle va accepter, si elle se trompe, des suggestions ou des solutions de la part d'autres personnes? Donc vous voyez, alors je n'ai pas abordé le domaine de la motricité parce qu'il concerne les enfants les plus petits. Dans la motricité, il faut savoir qu'il y a des items qui concernent la motricité fine et des items qui concernent la motricité globale. Donc comment on fait pour coter les items de la Vineland? En fait, on a 3 cotations possibles. On va mettre une cotation de 2, donc c'est le maximum, quand vraiment l'activité est observée habituellement, quotidiennement, sans aide ni rappel. La personne est capable, par exemple, de prendre son bain complètement toute seule, sans aucune aide. La cotation 1, donc ça va être une activité qui est observée parfois ou en partie, mais là encore sans aide ni rappel. Ça va être par exemple une personne qui peut prendre son bain, mais par contre il y a uniquement le shampoing qu'elle ne pourra pas faire toute seule. Donc on va dire que l'activité est réalisée et acquise en partie. Et puis la cotation 0, c'est une activité qui est observée très rarement ou jamais. Alors, il y a 2 solutions possibles. Soit l'activité est au-delà des capacités du sujet. Donc au niveau intellectuel, au niveau du raisonnement, c'est une tâche qui est trop complexe pour elle. Soit cette personne, elle pourrait l'exécuter en théorie, mais elle ne le fait pas dans la réalité pour une raison ou pour une autre. Soit parce qu'elle n'est pas motivée pour le faire, soit parce que... voilà, on fait à sa place, soit parce qu'on l'empêche de faire cette compétence. Et vous voyez que par exemple pour une compétence donnée, en fonction du lieu dans lequel se trouve la personne, la compétence peut varier. Par exemple, une personne qui est en institution, elle peut avoir l'habitude de s'habiller toute seule tous les jours, et puis le week-end, si elle rentre en famille, elle peut avoir une autre habitude, ça va être qu'on l'habille. Donc c'est pour ça que c'est important, cette notion de compétence adaptative, et ça peut être intéressant même la Vineland de la faire dans différents lieux, et pour pouvoir confronter un petit peu quelles sont les capacités d'adaptation de la personne en fonction des situations.
Alors, bon, là, vous voyez une courbe de Gauss, donc c'est un peu le même système que pour le quotient intellectuel, hein. Vous voyez qu'on a des notes standards qu'on va obtenir pour chaque domaine, qui sont calculées en fonction de l'écart du sujet par rapport à la population du même âge, hein, la population de référence. Donc on a 5 niveaux adaptatifs qui sont possibles. On considère que les capacités adaptatives dans un domaine sont adaptées quand le score standard ou la note standard est entre 85 et 114. On va considérer que les compétences sont assez faibles quand elles sont entre 71 et 84. On peut par exemple avoir 71 en communication, et donc on va considérer que dans ce domaine-là, la personne a des compétences assez faibles. On a des compétences qui sont faibles quand le score standard est inférieur à 70. Et à l'inverse, la personne peut avoir des compétences qui sont supérieures à la moyenne des enfants, des personnes de son âge. Par exemple, quand dans un domaine, une personne a un score entre 115 et 129, on considère qu'elle a des compétences qui sont assez élevées. Et quand elles ont un score standard qui est supérieur à 130, on va considérer que là, le niveau adaptatif dans ce domaine-là est élevé. Donc on va avoir une note standard en communication, en socialisation, en vie quotidienne, en motricité si ça s'adresse à des enfants. Et puis on va aussi obtenir une note globale qu'on appelle une note composite de comportement adaptatif qui va être obtenue à partir des résultats dans tous les domaines. On a aussi des âges équivalents. Alors pour les sous-domaines, on ne va pas avoir de notes standard, mais on va avoir des âges équivalents en communication réceptive, expressive et écrite, en autonomie personnelle, domestique et au sein de la communauté. Et puis au niveau des relations interpersonnelles, des capacités de jeu et de temps libre et des capacités d'adaptation. Donc dans chaque sous-domaine, on a un âge équivalent. L'âge équivalent, ça correspond à un âge auquel un sujet, dans la norme, entre guillemets, par rapport à la population sur laquelle le test a été étalonné, va acquérir telle ou telle compétence ou adopter tel ou tel comportement. Et puis on va aussi, là encore, avoir un niveau adaptatif. Donc pour chaque sous-domaine, on va pouvoir dire est-ce que la personne elle a des compétences qui sont faibles, adaptées, assez élevées ou élevées. Donc ce qui est intéressant avec ce type d'échelle, en fait, c'est de pouvoir déterminer des points forts et des points faibles, donc vraiment d'avoir un profil propre à chaque personne. On va pouvoir comparer les performances du sujet en fonction des domaines. Par exemple, est-ce que la personne a des compétences qui sont plus importantes en communication par rapport à la vie quotidienne et à la socialisation, ou est-ce que finalement les difficultés sont homogènes, on va dire. On va comparer aussi les performances du sujet dans les différents sous-domaines. Et là encore, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans un domaine donné, par exemple dans le domaine de la communication, est-ce que finalement c'est la communication expressive ou réceptive qui va être la plus touchée. Dans la vie quotidienne aussi, on va voir finalement, est-ce que c'est plus ce qui est en lien avec la communauté qui va poser problème. Et dans les tâches qui impliquent finalement peu d'interaction sociale, est-ce que la personne a des compétences un peu plus développées. Donc le but, c'est de déterminer des profils. Alors là, je vous ai mis des exemples justement de profils du comportement adaptatif. Alors ça, c'est des courbes qui sont tirées du manuel de la Weiland 2. Donc je vous ai mis la ligne en vert clair, donc ça correspond à 70, et comme pour le test de quotient intellectuel, en dessous de 70, on est dans une zone qui est faible en termes de compétences adaptatives. Et là, en fait, on a 3 groupes différents qui sont des groupes avec des sujets qui sont des adultes, qui sont âgés de 19 à 86 ans. Là, ce sont des données américaines. Et donc la courbe en rose, c'est un groupe avec un retard mental léger. La courbe en bleu, c'est un groupe avec un retard mental moyen. Et la courbe en vert foncé, c'est un groupe avec un retard mental grave. Donc ce qu'on voit, c'est que, quel que soit le groupe, les compétences adaptatives, elles sont faibles, hein, puisqu'elles sont en dessous de 70, quel que soit le groupe, y compris pour ceux qui ont un retard mental léger. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le groupe avec un retard mental léger a des compétences adaptatives qui sont faibles, mais pas de façon homogène. On voit que ce qui est le plus atteint, c'est le domaine de la communication, où là, les personnes, elles ont un score standard qui est aux alentours de 40.
Et ce qui est le mieux préservé, on va dire, chez elles, c'est ce qui concerne les activités de la vie quotidienne et la socialisation. La courbe, elle a le même profil pour le groupe avec un retard mental moyen, sauf que les compétences sont plus faibles que dans le groupe avec un retard mental léger. Et puis, dans le groupe avec un retard mental grave, on voit que là, les compétences adaptatives, elles sont très faibles, et finalement, elles sont beaucoup plus homogènes, avec un effet plancher certainement, avec un score standard qui est à 20 dans tous les domaines. Donc ça, c'est la comparaison entre un groupe avec un retard mental léger chez les adultes et un groupe retard mental léger, mais qui concerne des enfants cette fois-ci, donc âgés de 6 à 18 ans. Ce qu'on voit, c'est que le profil des courbes est un peu différent. Donc en violet, vous avez la courbe des enfants qui ont un retard mental léger, et on voit que là, le retard dans les différents domaines du comportement adaptatif, le retard est relativement homogène, hein, et puis il est proche des 70. Dans la courbe, donc la courbe rose clair, c'est celle que je vous ai montrée déjà tout à l'heure, elle concerne les adultes qui ont un retard mental léger. Et donc on voit que donc ces courbes, elles ne veulent pas dire que quand on est adulte, on a des compétences adaptatives qui sont plus faibles que quand on est enfant, mais par contre on voit que l'écart se creuse par rapport à la population du même âge. Alors là, sur ce profil, je vous ai mis deux profils donc différents. En rose, donc c'est le groupe des enfants avec un retard mental léger. Et en bleu, c'est un enfant qui a un trouble du spectre autistique, mais sans déficience intellectuelle. Vous avez ces scores de quotient intellectuel sur la gauche, et on voit qu'en indice de compréhension verbale, il est à 77, donc c'est un enfant qui était verbal, mais par contre qui n'utilise pas beaucoup le langage pour communiquer. L'indice visio-spatial, il est à 100, donc il est dans la moyenne. L'indice de raisonnement fluide, il est à 130, donc c'est un enfant qui avait vraiment des capacités de raisonnement à partir de tout ce qui était visuel, qui étaient vraiment très bonnes. Là, il avait vraiment des compétences même meilleures que la moyenne des enfants de son âge sans trouble autistique. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que cet enfant, même s'il est intelligent, il a des compétences adaptatives qui sont faibles, avec un profil au niveau du comportement adaptatif qui est très hétérogène, puisque donc, il est bas au niveau de la communication et de la socialisation, et il a un pic de compétences finalement au niveau de la vie quotidienne. Et ça, c'est un profil de courbe qu'on a souvent chez les enfants avec des troubles du spectre autistique, avec par définition des capacités de socialisation et de communication qui sont basses, et par contre c'est des enfants qui peuvent être tout à fait intelligents et avec des compétences d'autonomie qui peuvent être intéressantes. Et pour finir, donc le dernier profil, c'est pour vous montrer que le Vineland, ça peut être utilisé aussi pour voir quelle est l'évolution des enfants au cours du temps. Donc là, c'est 3 courbes qui concernent une même petite fille. Donc la première évaluation, elle a été faite à l'âge de 3 ans et 6 mois. Donc on voit que c'est une petite fille qui a un retard au niveau des difficultés au niveau du comportement adaptatif, puisqu'elle est aux alentours de 60, mais c'est relativement homogène dans tous les domaines. Après, on l'a réévaluée quand elle avait 4 ans et demi, donc c'est la courbe du milieu. Et là, on voit que finalement, les capacités de socialisation, elles restent... finalement, l'écart ne se creuse pas par rapport à sa population de référence. Elle garde un retard, mais finalement, le retard ne se creuse pas. Par contre, on voit qu'en termes de communication, d'autonomie et de motricité, le décalage s'accroît par rapport aux enfants de son âge. Et puis la dernière courbe, elle avait 6 ans et demi. Là, on voit toujours que les capacités de socialisation, finalement, elles progressent. Hein, donc, elles gardent un décalage par rapport aux enfants de son âge, mais le décalage ne s'accroît pas. Et par contre, on a un décalage qui s'accroît vraiment de façon importante au niveau de la communication, de l'autonomie et de la motricité. Est-ce que vous avez une idée, du coup, une évolution comme ça, ce que ça pourrait être comme diagnostic En fait, c'est une petite fille qui avait un syndrome de Rett, donc on en a parlé tout à l'heure. Hein. Le syndrome de Rett, donc c'est des petites filles avec une déficience intellectuelle, et pendant une période, elles ont un tableau qui peut ressembler un peu au trouble du spectre autistique, parce qu'elles deviennent plus grognons, elles sont moins dans la relation. Et puis après, dans l'évolution, c'est une évolution plus vers un retard plus important, avec des compétences de socialisation, une qualité de regard qui est meilleure que dans les troubles du spectre autistique. Et par contre, des petites filles qui ont vraiment des difficultés au niveau de la motricité, des difficultés au niveau de l'utilisation des mains en particulier. Et voilà, donc avec un profil qui peut être celui-là au niveau des compétences adaptatives. Donc juste pour conclure,
Donc vous avez vu que la Vineland 2, ça permet d'évaluer un niveau global de fonctionnement adaptatif, d'avoir des scores standards et des niveaux dans différents domaines, donc communication, vie quotidienne, socialisation, motricité. Ça permet aussi d'avoir des âges équivalents dans les sous-domaines. Les limites, donc ça peut être une mise à jour qui est toujours un peu tardive en France. Hein, je vous disais, aux États-Unis, ils sont déjà à la version 3 et elle existe aussi en espagnol, cette version 3, mais pas encore en français. Et puis la Vineland, donc comme c'est pas en face à face, la pertinence des résultats va dépendre du professionnel qui mène l'entretien et ça va dépendre aussi de la personne qui est interviewée, qui doit vraiment bien connaître et puis être la plus objective possible hein, pour évaluer les compétences de la personne. L'intérêt quand même, moi je trouve que c'est un outil qui est très intéressant et que j'utilise à la fois au centre ressources autisme mais aussi à l'hôpital Gasto avec des patients épileptiques. C'est vraiment de mettre en évidence des points forts et des points faibles et de pouvoir, avec les parents ou avec les intervenants, dégager des pistes de prise en charge. Les parents, quelquefois, ça leur donne des idées. Ils nous disent « Ah bah oui, telle compétence, c'est vrai que bon, automatiquement, je fais ça tous les matins à sa place, mais on pourrait essayer de travailler un peu plus là-dessus. » Ça permet donc d'orienter la prise en charge et l'accompagnement. Et puis c'est utile également dans le cadre de recherche clinique pour déterminer des profils de comportement adaptatifs qui vont être variés en fonction du diagnostic. Donc ça fait vraiment partie de l'évaluation diagnostique d'une personne. Et puis ça permet aussi d'évaluer les bénéfices d'une prise en charge, d'un traitement, en faisant donc des réévaluations à l'aide du Vineland. Voilà, c'est intéressant avant de mettre en place un programme particulier de faire l'évaluation avec le Vineland avant et après, en complément évidemment d'autres outils d'évaluation. Voilà, je vous remercie de votre attention.